Bon, Black Myth Wukong, épisode 14. J'ai toujours une voix un petit peu enrouée, mais normalement ça devrait être quand même un peu mieux que la dernière fois. Et donc, alors annonce, on va aller un petit peu plus vite que dans les épisodes précédents là, parce qu'en fait, j'ai terminé le jeu, ça y est. Et quand j'ai vu le nombre de choses qui me restaient à montrer, si je voulais faire un let's play complet, je me suis dit ah ouais mais non, ça va prendre vraiment beaucoup trop de temps. Donc là, je vais aller un peu plus vite, c'est-à-dire que je ne vais plus tout montrer, je vais aller vraiment directement à l'essentiel, c'est-à-dire aux passages les plus mémorables du jeu, les meilleurs boss, les meilleurs moments, on va dire. Voilà, je vais faire un peu un best-of là sur les épisodes qui restent pour essayer d'arriver un peu plus vite à la fin du jeu et préparer aussi la vidéo de mon avis final. Donc pour ce faire, nous allons ici reprendre dans le chapitre 4 au moment de l'un des meilleurs boss du jeu. Il s'agit du Long Jaune que j'ai déjà évoqué pendant ma vidéo sur le Tigre Yin. Ça a été le deuxième boss le plus difficile pour moi dans l'entièreté du jeu. Il vient en deuxième position après Erlang. C'est un boss dont le combat m'a pris 3h30, divisé en deux sessions de chacune 1h45 avec une sieste au milieu. Et donc il est dans cette zone où on se trouve actuellement. Là je vous montre juste un petit peu l'introduction de la zone. Donc avant d'arriver à lui, il faut affronter plusieurs scarabées noirs et blancs comme ça qui à chaque fois me posaient quelques difficultés, qui étaient un peu relous. Et c'est une zone qui n'est pas une zone secrète, mais c'est juste qu'il faut faire un petit peu d'exploration pour la trouver dans le chapitre 4. Et donc on a aussi un scorpion dans la zone, juste avant le boss, qui est moins difficile que celui que j'ai montré dans l'épisode précédent, parce que c'est pas un scorpion qui nous donne son esprit à la fin. Nous y voici.先父为成全取经而死，我等无一日不想为先父报仇，却无一日不是流离失所，无家可归。没了你，便能了却因果。 Alors, comme vous le constatez, il a une barre de santé qui est assez longue. C'est là l'une des principales difficultés de ce boss, c'est que non seulement il a des combos assez mortels et il enchaîne beaucoup, mais il a une barre de santé assez longue. Donc moi j'ai abordé ce combat dès que je l'ai découvert en fait, donc
Je crois que j'étais niveau 72 ou 73, un truc comme ça. Et bon, c'est possible de l'affronter à ce niveau-là. C'est juste un petit peu compliqué. Ça fait partie de ces boss, comme le Tigre Yin, qu'on peut très bien affronter beaucoup plus tard si on a envie, parce qu'il n'est pas obligatoire. Donc on peut très bien continuer le chapitre 4 et même faire le chapitre 5 après si on veut, et revenir ensuite pour l'affronter. Bon, moi je suis du genre à vouloir affronter les boss tout de suite dès que je les rencontre, quitte à devoir m'acharner un petit peu. Donc là je tenais vraiment à l'affronter au moment où je l'ai découvert, donc à un niveau, je dirais pas faible, mais un niveau un peu moyen pour l'affronter, on va dire. Et en fait, toute la difficulté, c'est qu'il a vraiment pas mal de combos qui peuvent faire très 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 mal, et il faut les apprendre. Je pense, à moins qu'on ait un instinct surnaturel, je pense qu'on ne peut pas le vaincre avant d'avoir appris un minimum ses mouvements pour savoir quand esquiver. Parce qu'il a des combos qui sont parfois très très longs, qui durent vraiment longtemps. Et du coup, il faut savoir timer le moment où on doit s'enfuir et le moment où on sait qu'on va avoir une ouverture pour attaquer, quoi. Et comme pour tous les dragons, il a des attaques de type foudre. Et dans ce jeu, quand on a l'élément, quand on a le statut de foudre, les dégâts qu'on reçoit sont augmentés. C'est pour ça que c'est un statut vraiment très très embêtant. J'avais quand même réussi à lui enlever à peu près la moitié de sa santé sur ma première tentative, donc c'était pas mal. Mais bon, clairement là on voit que ça y est, ma gourde est vide à seulement la moitié du combat, et ça c'est pas possible. Contre les boss comme ça, il faut absolument préserver le contenu de sa gourde le plus longtemps possible, parce que c'est souvent dans la deuxième ou troisième phase des combats qu'on en a le plus besoin. Et donc bah là, voilà, clairement j'y suis allée à l'aveugle, j'ai attaqué un peu n'importe comment, etc. J'étais encore en train de tester un peu le boss. Et bah il faut enchaîner les essais et puis apprendre petit à petit par cœur ses enchaînements. Je dirais que l'avantage avec lui, c'est que c'est une fois en fait qu'on a appris à reconnaître ses enchaînements, ils sont relativement faciles à identifier. C'est-à-dire qu'on peut vraiment le battre en se reposant sur le par cœur, en fait, si je puis dire. C'est pas un boss qui va être hyper aléatoire où tu sais jamais quelle attaque il va sortir. Ce qui a été plus le cas avec Erlang. Là, avec le long jaune, si tu apprends correctement le truc, tu peux anticiper la plupart de ses attaques. Alors là, on vient de voir un truc. En fait, c'est un truc dont je m'étais pas du tout rendu compte au début. Mais quand on utilise la parade contre ce boss-là, donc le roc solide, ça déclenche en fait une tentative de sa part d'une attaque cinématique qui est très très violente. Et donc après sur internet, oui, parce que je suis au bout d'un moment allée voir sur internet, en fait je l'ai affronté non-stop pendant 1h45. J'ai pas réussi à l'avoir, j'ai réussi à baisser sa santé assez bas sur certaines tentatives, mais c'était pas suffisant. Donc au bout d'un moment je commençais à fatiguer, donc j'ai décidé de faire une pause, je suis allée voir un peu les commentaires sur internet. Et en fait certaines personnes conseillent de ne pas utiliser la parade contre ce boss-là à cause de cette contre-attaque en cinématique qu'il peut faire. Moi finalement j'ai gardé la parade, enfin il y a eu un moment je crois où
où je l'avais retirée, où j'avais essayé une autre tentative, mais à la fin je l'ai remise parce que je me sentais mieux avec en fait, tout simplement. Et voilà, je l'ai vaincu en utilisant le roc solide, donc c'est possible, c'est juste qu'il faut faire super attention à esquiver l'attaque qu'il essaye de faire juste après. La contre-attaque qu'il fait après les parades, quand on arrive à l'esquiver, en fait, il essaie de nous taper avec l'arrière de son bâton. Et si on l'esquive, ça le fait un petit peu vaciller. C'est ça qui montre qu'on a réussi à l'éviter. Donc là, à ce stade, j'ai essayé d'être très agressive non-stop, ce qui n'est pas la meilleure solution avec lui et ce qui n'est globalement pas une bonne solution avec les boss un petit peu complexes, parce que le fait d'être très agressif ne suffit pas à les interrompre dans leur combo en fait, en tout cas pas toujours. C'est vraiment des boss avec qui il faut parfois prendre le temps de rester un peu à distance et d'attendre et d'observer et pas de trop leur foncer dessus tout le temps, parce que des fois c'est pas suffisant et on prend beaucoup de dégâts au passage. Ce qui est vraiment dur quand on l'affronte à ce niveau-là, c'est-à-dire dès le moment où on le trouve, alors qu'on a un niveau encore pas très élevé, c'est que on n'a pas le droit à beaucoup d'erreurs. Parce que voilà, avec l'armure que j'avais pas une défense de ouf non plus. Et ouais, on peut se tromper 2-3 fois, mais si tu te retrouves pris dans un combo où tu te prends 3-4 attaques d'affilée, ben c'est très vite fini en fait. Et c'est ça qui peut être particulièrement frustrant dans les combats contre ces boss-là, c'est que tu peux faire un super run, genre t'arrives jusqu'à la fin de vie du boss où t'as super bien géré, et là à un moment tu te déconcentres pour X raisons, tu prends 3-4 attaques et puis ben ton super run c'est à la poubelle quoi. Tout peut basculer en très peu de temps. C'était la première fois où je changeais autant de stratégie sur un boss, c'est-à-dire que, si je me souviens bien, j'ai essayé même 2 armures différentes au cours de mes tentatives. J'ai changé les accessoires, j'ai changé les potions, j'ai essayé plusieurs trucs, etc. C'était vraiment le premier boss qui m'a comme ça forcé à essayer de repenser complètement ma stratégie à plusieurs reprises. Ce qui était très compliqué aussi, peut-être le truc le plus compliqué avec ce boss là, c'était l'arène. Parce que l'arène en fait est très petite. Étant donné son style d'attaque, qui sont des attaques quand même qui prennent de la place, enfin il a parfois des grosses attaques de zone, etc. Il bouge beaucoup, il traverse le terrain d'un bout à l'autre, etc. Et l'arène en fait est assez étroite. On n'a pas beaucoup de champs pour esquiver ou pour des fois s'éloigner quand on en a besoin. On est vite bloqué par des éléments de décor. Et ça a vraiment été un des aspects qui ont rendu le combat particulièrement difficile.
Il y a aussi le fait que les effets d'éclair qui l'entourent sur certaines attaques nuisent un petit peu à la vision. Enfin, des fois, ça fait une espèce de grand flash qui t'aveugle presque en fait pendant que tu joues. Donc si on est un peu sensible aux effets visuels, ça peut être aussi quelque chose qui peut créer de la difficulté. Parce que ça rajoute beaucoup d'éléments qui viennent un peu perturber la lecture des images. Et alors moi, j'ai eu à un moment un gros problème. Je vais pas l'inclure dans le montage là parce que je sais même plus exactement à quel moment c'est. Mais à un moment, sur plusieurs tentatives de suite, j'ai eu des très gros problèmes de framerate, enfin de nombre d'images par seconde qui avait énormément chuté. C'est-à-dire que j'avais l'impression que le jeu était passé en 20 FPS, quoi. Il y avait des images saccadées, il y avait des gros problèmes de chargement d'images. Et j'ai carrément été obligée de redémarrer le jeu, en fait, complètement, pour me débarrasser de ce souci. Et visiblement, je suis pas la seule à avoir eu ce problème-là. Et il y avait quelqu'un qui disait il supposait que c'était à cause justement de tous les effets de foudre et de toutes les petites poussières brillantes qu'on voit qui volent un petit peu partout. La personne supposait que c'était peut-être à cause de ça qu'on avait ce bug d'image des fois qui arrivait et qui faisait que la console n'arrivait plus à lire correctement. Et alors autant vous dire que déjà que le combat était dur, mais en plus si t'as des images saccadées qui se chargent mal, c'était devenu carrément impossible. Donc heureusement ça a disparu quand j'ai redémarré le jeu. Quand on le voit comme ça au début, on se dit que c'est complètement impossible. Enfin moi au début, sur mes premières tentatives, là, quand il enchaînait comme ça 10 milliards de combos, j'étais là en train de me dire mais what quoi, enfin comment voulez-vous que je fasse quelque chose alors qu'il enchaîne des combos pendant 45 secondes sans s'arrêter. Mais une fois que tu arrives à trouver la bonne stratégie, en fait c'est possible. C'est juste qu'il faut trouver le truc, il faut apprendre ses mouvements et il faut finir par trouver le truc. Alors moi le truc, je vous cache pas que je l'ai trouvé en partie sur internet, c'est-à-dire que à un moment donné, là on va y arriver, je vais accélérer un peu dans le montage. À un moment donné, après ma première tentative de 1h45, là où vraiment j'y arrivais pas, je suis allée voir sur internet chercher des conseils en fait pour le vaincre. Et c'est là que j'ai trouvé un commentaire qui expliquait un truc. En fait, le boss, des fois, ne fait rien pendant assez longtemps. C'est-à-dire qu'il se contente d'avancer très lentement vers toi, sans rien faire. Et en fait, ce que j'ai lu sur internet, c'est qu'à ce moment-là, ça te laisse le temps en fait de charger une attaque lourde en posture d'estocade et de lui lancer. Et ça permet de lui retirer pas mal de vie rapidement sur la première partie du combat. Donc moi j'ai commencé à faire ça et effectivement ça a été très très utile. Par contre sur internet ils disaient qu'on pouvait faire ça sur tout le combat, c'est juste que sur la deuxième phase il fallait faire un peu plus attention. Moi j'ai jamais réussi à maintenir cette stratégie sur la deuxième phase parce qu'en fait sur la deuxième phase, donc je crois que c'est quand on arrive, je sais plus si c'est à la moitié de sa vie ou un peu avant, il se met à systématiquement éviter les attaques chargées. C'est-à-dire qu'il acquiert une capacité d'esquive infinie. Les attaques chargées ne fonctionnent plus. Alors sur internet, ils disent qu'apparemment tu peux lui faire si tu relâches l'attaque chargée pendant qu'il est en train de commencer à t'attaquer. Sauf que moi j'ai essayé ça, ça marchait pas, hein, franchement. Je me suis fait défoncer à chaque fois. Donc au bout d'un moment, j'ai fait une technique un peu mixte, c'est-à-dire que je faisais cette stratégie de déstockade chargée au début du combat lorsqu'il n'esquivait pas encore. Et à partir du moment où il commençait à esquiver les attaques chargées, là je revenais à ma technique première, c'est-à-dire des parades, des esquives, des attaques quand j'avais des ouvertures, mais j'essayais plus de charger. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à l'avoir comme ça, en fait, en mixant la stratégie un peu cheesée comme ça au début et une stratégie plus classique et un peu plus risquée sur la deuxième phase. Et l'avantage, c'est qu'en faisant ça,
Ça permet vraiment de sauvegarder sa gourde sur la première phase du combat, parce que le truc des estocades, si tu le fais correctement, bah, du coup tu peux rapidement arriver à la deuxième phase du combat en lui retirant beaucoup de vie rapidement, et t'as quasiment pas utilisé ta gourde, et du coup elle est encore disponible pour la seconde phase du combat qui est plus dangereuse. Donc on n'a pas toujours le temps de charger l'attaque complètement. En fait, c'est vraiment un jeu de distance. Moi, j'ai rarement réussi à lui faire des attaques complètement chargées parce qu'en fait, souvent, je me mettais un peu trop près et du coup, j'avais pas le temps de charger complètement avant qu'il soit sur moi. Et quand je me mettais plus loin pour me dire que j'aurais plus de temps, bah en fait, soit j'étais trop loin, mais du coup, mon attaque ratait parce que mon estocade n'allait pas assez loin. Soit il décidait de réduire d'un coup la distance entre nous. Et j'ai fini par ressortir aussi la transformation en roi et rocher, toujours très efficace contre les boss particulièrement violents. Et je l'ai aussi utilisé contre Erlang. Voilà, là on voit que ça y est, il commence à esquiver les attaques chargées. En fait, il se téléporte. Au début, je trouvais que c'était complètement abusé qu'ils aient designé un boss comme ça, capable d'éviter systématiquement les attaques chargées, parce que c'est quand même assez important dans un combat. Puis après coup, je me suis dit, c'est pas si logique que ça, puisque effectivement, si on pouvait utiliser la stratégie un peu cheesée comme ça de début de combat, où tu te contentes de lui faire des estocades chargées tout du long et ça le flingue sans qu'il puisse rien faire, ou quasiment rien, ça aurait été un peu facile, quoi. Là, vers mes dernières tentatives, je connaissais la plupart de ces attaques par cœur, j'arrivais beaucoup mieux à les esquiver. Mais bon, il y en avait quand même toujours 2-3 que j'avais du mal à lire et que je continuais à me prendre. Je pense que si tu passes vraiment beaucoup de temps, tu peux probablement apprendre toutes ces attaques et faire des runs parfaits où tu te prends rien. Mais bon, j'en étais pas à ce stade. Moi, tout ce que je voulais, c'était vaincre le boss. Je n'avais pas d'intérêt à faire un run parfait. Ça, pour moi, c'était pas grave. En tout cas, ça m'aura pris toute une soirée, cette histoire, hein. Heureusement que je n'ai aucune vie sociale. En fait, le long jaune, c'est un boss qui est difficile, mais qui est assez didactique. Parce que, en fait, comme il te refait un peu tout le temps les mêmes enchaînements, et que des fois il s'arrête entre les deux pour prendre le temps de marcher un petit peu doucement, bah en fait c'est comme si j'avais presque l'impression des fois que c'était le professeur qui me disait bon voilà, je vais te faire ce mouvement là, on va voir si tu te souviens. Puis bon, soit je me souvenais, soit je me souvenais pas. Il s'arrêtait, il me disait bon bah maintenant je vais t'en faire un autre, on va voir si celui-là tu t'en rappelles. Et en fait c'est pour ça que je le trouvais assez didactique, c'est que comme je disais tout à l'heure, il n'est pas complètement aléatoire. C'est pas un boss où tu te dis mais t'as aucune idée de ce qu'il va faire. Voilà. Lui, il récompense le fait d'apprendre ses mouvements. Si tu les apprends correctement, ça facilite vraiment beaucoup les choses et t'as vraiment l'impression que tu les as pas appris pour rien, quoi, et que ça peut te donner un gros avantage. Et donc c'est un boss qui apprend très bien ça, à rester calme, à observer, à apprendre, à bien timer ses esquives, et
et tu obtiens assez vite le fruit de tes efforts si tu prends la peine de le faire en fait. Du coup, même s'il m'a pris beaucoup de temps, parce que voilà, au début j'étais un petit peu excitée, je faisais n'importe quoi, puis après ça m'a pris un peu de temps d'apprendre, de faire tout ce processus d'apprentissage, c'est un boss qu'au final je n'ai pas trouvé inutilement frustrant. Alors bon, il y a des fois, je vous avoue, sur certaines tentatives j'étais un peu vénère quand même, mais globalement, j'ai trouvé que c'était un boss assez juste, dans le sens où, ouais, il est hyper violent et il peut te faire super mal, mais tu peux le contrer, quoi. C'est pas un boss qui demande des capacités surhumaines pour le vaincre. Ça demande juste à faire les choses correctement, en fait. Globalement, dans l'entièreté de Black Myth Wukong, j'ai pas trouvé qu'il y avait de boss impossible. Erlang m'a pris beaucoup de temps, m'a causé beaucoup de difficultés, mais même lui, au final, ça m'a pas pris 15 jours pour réussir à le battre, quoi. Donc, je pense que c'est un jeu qui est quand même vachement bien pour apprendre à affronter des boss difficiles, pour apprendre un peu l'état d'esprit qu'il faut avoir, la stratégie qu'il faut avoir et comment aborder en fait ce type de combat-là, pour ensuite être capable d'aller peut-être vers des jeux beaucoup plus complexes. Parce que là, finalement, le niveau général est assez élevé quand même, hein. C'est pas un jeu qui est facile, loin de là. Mais c'est un jeu qui n'est pas insurmontable et qui se laisse apprivoiser si tu prends le temps de comprendre les mécaniques.
Donc là c'est le moment où t'es presque à la fin mais t'as plus de santé. Enfin ta gourde elle est vide. Donc c'est le moment où ça devient vraiment très tendu. Et en général, moi, c'est dans ces moments-là où je me déconcentre parce que je commence un peu à paniquer quand je vois que ma gourde, elle est vide. Mais là, cette fois, j'ai réussi. Alors, je me suis quand même pris quelques claques, mais j'ai réussi à rester suffisamment concentrée pour quand même esquiver la plupart de ces attaques et pouvoir aller au bout. Mais c'était chaud. Bon, on voit que je suis très prudente, même s'il me reste que 1 ou 2 coups à mettre, je continue de m'éloigner, d'attendre, d'observer, parce que je veux pas faire une bêtise en me précipitant.先父违抗玉帝旨意，投悬弑曹，我等恐玉帝见罪，拜求袁先生搭救，逃离四毒。可袁先生说，夺得了一时，夺不了一世。终归会有人来取我们的性命。先生还说，舍身成人便是我族世世代代的天命，我信，但我不认。但愿你的命不是在为这老天做嫁衣。3个兄弟皆已诸府，不去相会，更待何时？唉，缘落缘起，不妨再赌一把。Et voilà, après 3h30 de combat, le Long Jaune a été vaincu. Et il nous donne beaucoup de très bonnes récompenses, donc ça c'est bien. Donc des matériaux assez importants et puis son esprit qu'on peut ensuite utiliser en transformation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et donc la prochaine fois, on va voir d'autres combats de boss particulièrement intéressants du chapitre 4. Sur ce, je vous dis à la prochaine et jouez bien.